La prison de Piracara n'était pas un lieu, mais un échiquier. Pour Elias Thorne, ancien grand maître international condamné pour une fraude financière d'une ingéniosité glaciale, chaque gardien, chaque détenu, chaque membre du personnel était une pièce. Pendant des années, il n'a pas cherché à s'évader par la force, mais par l'esprit, orchestrant une symphonie de manipulation si subtile que personne n'a vu sa main. Voici l'histoire d'un homme qui a transformé la prison en son plus grand jeu, où la liberté était le coup fatal. Si vous aimez les récits de génie et de manipulation, préparez-vous à être échec et mat. Elias Thorne n'était pas un criminel ordinaire. Il était un grand maître d'échecs international, un prodige dont l'esprit pouvait anticiper des dizaines de coups à l'avance, transformant le chaos d'un plateau en une symphonie ordonnée de victoires. Sa chute fut aussi spectaculaire que ses triomphes. Impliqué dans une fraude financière d'une complexité diabolique, il avait utilisé ses compétences stratégiques non pas pour déplacer des pions, mais des millions. Condamné à perpétuité pour détournement de fonds et blanchiment d'argent, il fut envoyé à la prison de Piracara, une forteresse moderne nichée à l'intérieur de Juazeiro do Norte, Ceará, Brésil, un lieu où la chaleur écrasante du soleil n'était rien comparée au froid glacial des murs. Les premiers mois furent une torture silencieuse. Elias, habitué aux tournois silencieux et aux salles de conférences feutrées, était submergé par le bruit, la promiscuité et la brutalité latente de la vie carcérale. Les autres détenus le méprisaient, le surnommant le professeur avec une pointe d'ironie, tandis que les gardiens le considéraient comme un intellectuel inoffensif, une menace non pas physique, mais abstraite. Il passa ses journées reclus dans sa cellule, rejouant des parties d'échecs mythiques dans sa tête, son esprit le seul terrain où il pouvait encore exercer son pouvoir. Mais l'esprit d'Elias n'était pas fait pour l'inaction. Un jour, en regardant un groupe de détenus jouer au domino dans la cour, il eut une révélation. La prison n'était pas seulement un lieu de détention, c'était un système. Un système complexe, avec ses règles, ses routines, ses hiérarchies. Un système rempli d'individus, chacun avec ses motivations, ses faiblesses, ses désirs. C'était un échiquier, mais à une échelle gigantesque, avec des pièces humaines. Et Elias Thorne allait le jouer. Son objectif n'était pas l'évasion par la force ou la ruse grossière. Cela était pour les esprits moins sophistiqués. Elias allait orchestrer une évasion par la manipulation pure. Il allait faire en sorte que chaque mouvement des gardiens, des détenus, du personnel de cuisine, chaque action qu'il penserait être la leur fasse partie de son propre plan. Il les utiliserait comme des pions, des cavaliers, des tours, chacun remplissant son rôle sans jamais soupçonner qu'il était dirigé par la main invisible d'un maître. La liberté serait le coup de matte, le dénouement logique d'une partie qu'il aurait jouée seul contre tous. Il commença par l'observation. La patience était la première vertu d'un joueur d'échecs. De sa cellule, de la cour de promenade, de la cantine, il étudiait chaque détail. Le rythme des rondes des gardiens, le temps qu'ils passaient à fumer une cigarette, les blagues qu'ils échangeaient. Les querelles entre détenus, leurs alliances éphémères. Les habitudes du personnel de cuisine, les jours de livraison, la quantité de nourriture gaspillée. Tout était une information, une variable dans son calcul complexe. Elias créa dans sa tête une carte mentale de la prison, non pas des plans architecturaux, mais des cartes de flux de personnes, flux d'informations, flux d'émotions. Il identifia les pions, les jeunes gardiens inexpérimentés, facilement influençables, les détenus dociles, qui suivaient les ordres sans poser de questions, le personnel de cuisine surchargé de travail et blasé. Il identifia les cavaliers, les gardiens plus expérimentés, qui avaient des habitudes bien ancrées et des vulnérabilités personnelles, les chefs de gang, dont les actions pouvaient être prédites par leur désir de pouvoir. Il identifia les tours, les lieutenants de prison, dont la position centrale leur donnait une grande influence sur les zones clés. Et bien sûr, le roi, le directeur de la prison, un homme rigide et fier, dont la principale motivation était de maintenir l'ordre et la réputation de son établissement. Chaque interaction, même la plus insignifiante, était une manœuvre. Elias ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était avec une intention précise, un mot choisi pour semer une graine, pour influencer un comportement futur. Il commença par de petites manipulations, testant ses théories, mesurant la réactivité de ses pièces. Il laissa subtilement tomber un journal ouvert sur une page de mots croisés, sachant qu'un certain gardien, amateur d'énigmes, le ramasserait et passerait quelques secondes de plus à le résoudre, créant une micro-fenêtre de distraction. Il perdait un morceau de pain dur dans la cour, sachant qu'un détenu affamé le ramasserait et le cacherait, créant une micro-détention d'un objet interdit qui pourrait être exploité plus tard. La prison de Piracara était son échiquier, et le temps était son allié. Il n'avait pas besoin de se précipiter. Chaque jour était un coup, chaque semaine un nouveau positionnement de pièces. Lentement, insidieusement, Elias Thorne tissait une toile invisible de causalité, une chorégraphie de destin interconnecté, où sa propre liberté serait le dénouement inévitable d'un jeu qu'il était le seul à jouer.
La stratégie d'Elias reposait sur une compréhension profonde de la psychologie humaine. Il savait que la plupart des gens, même en prison, agissent selon des schémas prévisibles, guidés par leurs désirs, leurs peurs et leurs habitudes. Son premier objectif fut de cataloguer ces schémas pour chaque pion sur son échiquier. Il utilisait sa mémoire eidétique pour archiver chaque détail, chaque observation, sans jamais avoir besoin de prendre de notes physiques, ce qui aurait pu trahir son plan. Il commença par les gardiens. Le gardien Ricardo, jeune et ambitieux, il remarquait chaque irrégularité, même mineure, dans l'espoir d'être bien vu par ses supérieurs. Sa faiblesse était son désir de reconnaissance. Elias savait qu'un incident mineur orchestré à proximité de Ricardo serait systématiquement signalé, créant une distraction officielle. Le gardien Miguel, vétéran et blasé, il effectuait ses rondes avec une précision mécanique, mais son esprit était souvent ailleurs. Sa faiblesse était l'ennui et l'apathie. Elias observa qu'une anomalie inhabituelle mais non menaçante, comme un livre oublié à un endroit inhabituel, attirait son attention plus longtemps qu'une véritable menace. La gardienne Sophia, mère célibataire, elle était toujours pressée de terminer son service, cherchant à optimiser chaque minute pour récupérer sa fille à la garderie. Sa faiblesse était la pression du temps et son amour maternel. Tout ce qui pouvait la retarder serait perçu comme une menace directe à son temps précieux. Ensuite, il y eut les détenus. Et le muet, un homme âgé et respecté par sa discrétion. Il était un collecteur d'informations passif, écoutant tout sans jamais rien dire. Sa faiblesse était sa loyauté envers quelques figures paternelles du bloc. Elias comprit que Zé pouvait être utilisé comme un capteur d'informations sans même le savoir. Polo le rapide, un jeune homme impatient et impulsif. Il était toujours prêt à une petite manœuvre illicite pour gagner quelques cigarettes ou une faveur. Sa faiblesse était son impulsivité et son manque de vision à long terme. Il serait une pièce facile à manipuler pour des tâches simples et à courte portée. Maria, de la cuisine, une femme âgée et pieuse, souvent accablée par la lourdeur de son travail. Sa faiblesse était sa compassion et sa foi. Elias savait qu'une petite demande d'aide, formulée avec un air de vulnérabilité, toucherait sa fibre sensible. Elias étudia également les trous noirs du système, les moments où l'attention était naturellement détournée. Le bruit incessant de la machine à glace à la cantine à midi, qui masquait les conversations discrètes. L'odeur forte de chlore des douches communes, qui couvrait d'autres odeurs. La distraction générale lors des matchs de football brésiliens retransmis à la télévision commune, où les émotions prenaient le pas sur la vigilance. Le soleil de Juazeiro do Norte, si intense à certaines heures, qui créait des reflets éblouissants sur les fenêtres des tours de garde, rendant certains angles aveugles pendant de courtes périodes. Ses premiers coups étaient subtils. Elias commença à demander des livres spécifiques à la bibliothèque de la prison, des traités de philosophie complexes. Il ne les lisait pas vraiment, mais les laissait ouverts sur des pages contenant des passages déroutants ou controversés. Il observait quel gardien ramassait le livre, quel gardien le feuilletait par curiosité, et quel gardien le jetait avec dégoût. Cela lui donnait des informations sur leur curiosité intellectuelle et leurs préjugés. Il remarqua que le gardien Ricardo, le jeune ambitieux, prenait régulièrement des pauses café à 10h15. Elias commença à laisser traîner un morceau de papier avec des calculs financiers complexes, des restes de son ancienne vie, juste avant la pause de Ricardo. Sans faute, Ricardo ramassait le papier, intrigué par les chiffres, et passait quelques secondes à essayer de les comprendre, son esprit momentanément détourné de sa tâche principale. Ce n'était pas une faille de sécurité majeure, mais c'était un début. C'était un coup de pion, positionnant le jeu. La prison de Piracara, avec ses murs de béton et ses barbelés, était un monde de contraintes. Mais pour Elias, c'était un monde de potentiel infini. Chaque personne était une pièce, chaque interaction un coup. Il ne cherchait pas la confrontation, mais la synergie. Il construisait une carte mentale de la prison, non pas en termes de structure physique, mais en termes de comportement humain, transformant les rouages prévisibles de la routine en une mélodie complexe, une symphonie où chaque note était orchestrée par son esprit. Avec les pions bien en place, Elias commença à s'intéresser aux cavaliers, les gardiens d'expérience et les figures d'autorité mineures dont les mouvements étaient moins prévisibles mais plus influents. Son objectif était de les déplacer sans qu'ils ne perçoivent la main qui les guidait. La discrétion était la clé. Un cavalier manipulé de manière trop évidente deviendrait un obstacle. Le lieutenant Ferreira, chef de la sécurité du bloc D, était un homme marié, mais Elias avait remarqué ses appels téléphoniques discrets et l'attention particulière qu'il portait à une nouvelle infirmière, la jeune et charmante Dra. Camila. Ferreira était scrupuleux dans son travail, mais sa vie personnelle était son talon d'Achille. Elias comprit que la discrétion était sa priorité absolue. Elias commença par de petites rumeurs, des fuites contrôlées. Il avait remarqué qu'un détenu, Marcos, avait une dent contre Ferreira pour une fouille de cellules particulièrement humiliante. Elias laissa subtilement entendre à Marcos,
lors d'une conversation anodine dans la cour, que Ferreira avait récemment eu un problème avec le directeur, ce qui l'avait rendu irritable et enclin à des fouilles plus agressives. L'information était fausse, mais plausible. Marcos, désireux de nuire à Ferreira, commença à répandre la rumeur dans le bloc. Cette rumeur, amplifiée par le bouche-à-oreille des détenus, finit par atteindre les oreilles de Ferreira. Il, soucieux de sa réputation et de sa relation avec le directeur, devint paranoïaque. Il commença à chercher la source de la rumeur, distrayant son attention de ses tâches habituelles. Il devint plus agressif envers les détenus, confirmant malgré lui l'exactitude de la rumeur et créant un cercle vicieux. Sa quête de discrétion le rendait plus visible. En parallèle, Elias commença à cultiver une relation indirecte avec la DRA. Camila. Il la vit souvent à l'infirmerie, traitant des détenus. Il simula de petites douleurs, demandant des anti-inflammatoires, et utilisait ces occasions pour engager de courtes conversations. Elias, l'intellectuel charismatique, était un patient atypique pour Camila, habituée aux détenus plus brutaux. Il ne la drague pas, mais lui posa des questions sur ses études, son intérêt pour la médecine tropicale, ses projets pour l'avenir loin de Piracara. Il fit appel à son intellect et à son empathie, des traits qu'Adrien Valois, par exemple, avait exploités chez Thomas. « C'est un gâchis », lui dit Elias un jour, sur un ton pensif. « Une femme aussi brillante que vous, enfermée dans cet endroit. Le CRA a tant d'opportunités, des cliniques de recherche à Fortaleza, des projets humanitaires. » Il savait que Camila rêvait de quitter Piracara et le lieutenant Ferreira. Il ne la manipule pas directement, mais lui offrit une perspective, une graine d'espoir qu'il savait qu'elle transmettrait, consciemment ou non, dans ses interactions. Le résultat fut une tension croissante dans le bloc des Ferreira, déjà paranoïaque à cause des rumeurs, devint jaloux des conversations entre Elias et Camila. Il commença à surveiller leurs interactions, déplaçant ses rondes pour être présent à l'infirmerie au moment où Elias y était. Sa jalousie le rendit prévisible. La DRA. Camila, elle, commença à exprimer ouvertement son désir de partir à ses collègues et au personnel, créant un sentiment d'instabilité au sein de l'équipe médicale. Elias avait réussi à déplacer les cavaliers. Ferreira, un officier clé, était maintenant distrait par sa fierté blessée et sa jalousie. Camila, un atout potentiel pour les procédures médicales d'urgence, était sur le point de quitter son poste. Chaque mouvement était indirect, chaque impulsion venait des personnages eux-mêmes, convaincus d'agir de leur propre chef. Elias avait simplement créé le contexte, le piège psychologique qui les forcerait à se comporter exactement comme il avait prévu. La prison de Piracara n'était plus un lieu de contrainte, mais un laboratoire de comportement humain. Le jeu d'Elias se complexifiait. Après les pions et les cavaliers, il tourna son attention vers les tours, les pièces dotées d'une portée plus longue et d'une influence sur des zones cruciales. La plus importante de ces tours était le chef cuisinier, M. Roré, un homme obèse et autoritaire, dont le domaine était la cuisine de la prison, un point névralgique pour les flux de marchandises et la distribution de nourriture. La cuisine était le ventre de la prison, et Elias allait l'utiliser. M. Roré était fier de sa cuisine, bien que la nourriture soit invariablement fade et peu appétissante. Sa faiblesse, une vanité secrète et une soif insatiable de reconnaissance, couplée à une flemme notoire pour la paperasserie. Il aimait aussi la musique sertaneja à volume élevé dans sa cuisine, ce qui créait une bulle sonore. Elias commença par une manœuvre subtile à la cantine. Il laissa ostensiblement de côté son repas un jour, l'air déçu. Le gardien Ricardo, le jeune ambitieux, le remarqua. « Pas faim, professeur ?» demanda Ricardo. « Disons que ma mère, paix à son âme, faisait le meilleur galinada du CRA. Comparé à ça. » Elias haussa les épaules avec un soupir. « Mais je suis sûr que M. Roré fait de son mieux avec ce qu'il a. » C'était une graine d'information subtile. Ricardo, voulant prouver son efficacité, fit remonter la plainte d'Elias à M. Roré via la gardienne Sofia, qui, elle, relayait sans réfléchir, pressée par le temps. Roré, piqué au vif dans sa vanité, ordonna à son équipe de redoubler d'efforts et commença à essayer de nouvelles recettes. Mais ces efforts, dans le contexte des contraintes budgétaires de la prison, se traduisirent par l'utilisation de produits moins chers ou périmés, ce qui, quelques jours plus tard, provoqua une légère épidémie de maux d'estomac chez les détenus. Elias n'était pas surpris. Il avait anticipé la réaction de Roré. L'épidémie créa un chaos maîtrisé. L'infirmerie fut débordée. Les détenus étaient irritables. Les gardiens étaient sous pression. C'était une distraction parfaite. En parallèle, Elias s'intéressa à la chaîne d'approvisionnement de la cuisine. Il remarqua que les livraisons de produits frais se faisaient chaque mercredi matin, et que le camion de livraison, un vieux fourgon rouillé, était souvent laissé sans surveillance pendant de courtes périodes pendant que les gardiens et le personnel de la cuisine s'occupaient du déchargement. Le chauffeur du camion,
Un homme jovial nommé Gilberto avait l'habitude de fumer une cigarette à l'arrière du fourgon après chaque livraison. Sa distraction était la musique et les commérages avec les employés de la prison. Elias savait que la cuisine était également le point de recyclage des déchets. Le et le muet, le capteur passif, avait une routine d'aider à transporter les déchets à la benne à ordures, ce qui le menait régulièrement dans la cour de service de la cuisine. Elias commença à perdre discrètement des morceaux de papier écrits en code sur le trajet de haie, sachant que ce dernier, par curiosité ou habitude, les ramasserait et les mettrait dans une pochette. La manipulation de Roré et la chaîne alimentaire étaient le cœur de la phase suivante. Le chaos de l'épidémie, orchestré par la vanité de Roré, détourna l'attention de tous. Elias avait besoin de cette distraction pour créer un événement encore plus grand. Sa cible suivante était la sécurité même de la cuisine. Il commença à faire de petits gestes en faveur des autres détenus, des conseils sur leurs comptes secrets de cigarettes, des médiations de petits conflits. Il devint une figure de confiance, un homme qui avait la solution à leurs problèmes. La cuisine n'était pas seulement le ventre de la prison. C'était le cœur de son plan. En manipulant la nourriture, les flux de déchets et le personnel, Elias était en train de transformer une tour en une rampe de lancement. Il avait créé un effet domino où chaque mouvement, aussi insignifiant soit-il, le rapprochait de son échec et mat. La flemme de Roré pour la paperasse, sa vanité, la distraction du chauffeur, tout cela allait servir à créer l'ouverture dont Elias avait besoin, sans que personne ne se rende compte qu'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Le plan d'Elias entrait dans sa phase finale. Il avait positionné ses pions et ses cavaliers, et avait commencé à manipuler la tour de la cuisine. Il était temps d'utiliser le fou, une pièce capable de se déplacer rapidement et de créer des diversions diagonales, perturbant les lignes directes de l'attention. Cette pièce, dans son jeu, serait la colère et la désorganisation des détenus, amplifiées par les tensions qu'il avait lui-même créées. L'épidémie de maux d'estomac, orchestrée par la vanité de M. Roré, avait atteint son paroxysme. Les détenus étaient malades, irritables et mécontents de la nourriture. Elias avait besoin de canaliser cette colère. Il commença à chuchoter, à laisser entendre subtilement que le problème venait non pas de la négligence de Roré, mais des économies faites par la direction, qui achetait des produits de mauvaise qualité pour augmenter ses propres bénéfices. C'était un mensonge éhonté, mais il était plausible et s'inscrivait parfaitement dans la méfiance naturelle des détenus envers l'administration. La rumeur enflamma le bloc. La colère des détenus se tourna non pas contre le chef cuisinier, mais contre le système. Elias avait besoin d'un point de rupture. Il l'a trouvé dans le gardien Miguel, le vétéran blasé qui aimait la routine. Elias commença à laisser des petits messages anonymes sous la porte de la cellule de Miguel, des réclamations factices sur la mauvaise nourriture, signées par différents détenus, mais dans des styles d'écriture légèrement reconnaissables comme étant les siens. Il savait que Miguel, par flemme, les ignorerait. Mais un jour, il laissa une plainte plus virulente, sous-entendant une action collective. Cela a eu l'effet escompté. Miguel, qui avait évité les conflits pendant des années, fut alerté par le ton du message. Il commença à s'inquiéter d'une éventuelle mutinerie. Il alerta le lieutenant Ferreira, le cavalier distrait par sa jalousie et sa paranoïa. Ferreira, déjà sous pression, perçut cela comme une menace directe à son autorité. La tension monta d'un cran. En parallèle, Elias avait besoin d'une distraction physique. Il avait observé que le jour de la livraison de la blanchisserie, mardi après-midi, le grand portail de service de la cuisine était ouvert pendant une période plus longue pour permettre le passage des sacs de linge sales et propres. C'était un moment de vulnérabilité. Il avait besoin de quelqu'un pour créer une diversion à ce moment précis. Son regard se tourna vers Polo le rapide, le jeune impulsif toujours à la recherche d'une petite manœuvre. Elias approcha Polo et lui proposa un travail apparemment anodin. Récupérer un petit paquet de cigarettes caché dans un coin discret de la cour de promenade, juste derrière le hangar de stockage. Le paquet serait là le mardi après-midi, juste au moment de la livraison de la blanchisserie. En échange, Polo recevrait une quantité généreuse de cigarettes et d'autres faveurs. « C'est facile, » dit Elias. « Mais tu dois être rapide. Tu as environ 1 minute et demie. Il y aura une distraction à la cuisine. Personne ne te verra. » Le paquet était bien sûr un leurre. Elias avait planté de la nourriture gâtée dans le colis de linge destiné à la blanchisserie, sachant que la gardienne Lefebvre, la femme souffrant de migraine et ayant une aversion pour les surprises, la découvrirait en triant les sacs. Cela déclencherait un tollé. Le mardi après-midi, tout s'est déroulé comme prévu. L'alerte à la mutinerie, déclenchée par les plaintes d'Elias, avait mis les gardiens sur les nerfs. La découverte de la nourriture gâtée dans la blanchisserie a provoqué un chaos à la cuisine, attirant l'attention de M. Roré, de la gardienne Sofia et du gardien Ricardo. Pendant ce temps, Polo le rapide, obsédé par sa récompense, s'est glissé dans la cour de promenade pour récupérer le paquet.
Le coup du fou avait réussi. Les gardiens étaient sous pression, distraits par la peur d'une mutinerie et le scandale de la cuisine. Le portail de service était ouvert plus longtemps que d'habitude pour gérer le chaos du linge contaminé. Polo était en mouvement, créant une diversion innocente. Elias n'avait pas eu besoin de manipuler la serrure, ni d'attaquer qui que ce soit. Il avait simplement poussé chaque pièce à se déplacer exactement là où il le voulait, créant une ouverture, un passage inattendu dans le système de la prison, un chemin vers la liberté qui était le résultat d'une manipulation collective parfaitement orchestrée. La prison de Piracara, sous le soleil implacable de Juazero Donort, était en ébullition. La mutinerie latente, la nourriture contaminée, la paranoïa des gardiens, tout avait convergé pour créer un chaos maîtrisé, une distraction parfaite. Le moment de l'échec et mat était arrivé pour Elias Thorne. Pendant que la gardienne Lefebvre s'indignait devant la nourriture gâtée dans la blanchisserie et que M. Roré hurlait des ordres à son personnel paniqué, le grand portail de service de la cuisine était grand ouvert. Le camion de livraison, conduit par Gilberto le chauffeur, dont la musique sertaneja masquait la plupart des bruits ambiants, était garé là, chargé et prêt à partir. Le gardien Ricardo et la gardienne Sofia étaient absorbés par la dispute, leur dos tourné à l'ouverture. Elias n'avait pas besoin de se presser. Il avait planifié chaque seconde. Il avait utilisé les codes de la prison. Le et le muet, en transportant ses déchets dans le chemin habituel, avait laissé tomber des morceaux de papier. Ces morceaux de papier, que Léo avait subtilement marqués, étaient un signal. Ils indiquaient qu'un des bacs à ordures du camion de Gilberto n'était pas plein, un détail que Zé, par sa discrétion et son sens de l'observation, avait remarqué. C'était le don d'Eusé à Elias, sans qu'il ne s'en rende compte. Le plan était d'une audace glaciale. Elias se dirigea vers la cour de service de la cuisine, profitant de l'agitation. Il portait un uniforme de cuisine, légèrement trop grand, qu'il avait volé quelques jours plus tôt en profitant de la distraction du gardien Miguel qui lisait son journal devant la buanderie. Son visage était baissé, masqué par une casquette de cuisine et l'ombre de son menton. Personne ne le remarqua. Pour tous, il n'était qu'un cuisinier de plus, se dirigeant vers le camion de déchets. Il s'approcha du vieux fourgon de livraison. Gilberto le chauffeur, écoutant sa musique à fond, finissait sa cigarette à l'arrière du camion. Le regard d'Elias croisa celui de Polo le rapide, qui venait juste de trouver son paquet de cigarettes factices, le visage éclairé par elle cupidité. Polo le regarda sans le reconnaître, un cuisinier parmi d'autres, son esprit trop absorbé par sa petite victoire pour voir le grand coup. Elias a fait un signe de tête au chauffeur, exactement comme un employé fatigué le ferait. Gilberto lui a rendu le signe de tête sans vraiment le voir. Elias s'est alors glissé vers l'arrière du camion, ouvrant le compartiment vide qui avait été marqué paré. Il y a fait glisser son petit sac, contenant juste de l'argent et de faux papiers qu'il avait patiemment fabriqués pendant des mois en utilisant des matériaux de la prison, une technique apprise d'un autre détenu, sans que ce dernier ne soupçonne l'usage final. Puis, il s'est enfoncé à l'intérieur, dans le noir, laissant le compartiment se refermer doucement. Le portail de service s'est refermé. Le chaos à l'intérieur de la prison a continué pendant encore 1 heure. La nourriture a été jetée. Les détenus apaisés par des promesses. Les gardiens ont réprimandé leurs collègues. Personne n'a remarqué l'absence d'Elias Thorne. La routine a repris, laissant derrière elle un sillage de confusion et de blâme mutuel. Le camion de livraison a quitté Piracara. Elias, à l'intérieur, sentait la chaleur du soleil de Juazero Donort à travers la tôle. La poussière des routes de Ceará s'infiltrait. Il était libre. Pas par effraction, mais par invitation. Non pas en brisant les règles, mais en les utilisant. Personne à Piracara n'a compris ce qui s'était passé. Pas avant le lendemain matin, quand Elias Thorne ne s'est pas présenté à l'appel. La prison a été bouclée, fouillée de fond en comble. Aucun tunnel. Aucune effraction. Aucun indice. Le directeur Renaud, blême, s'est rendu dans la cellule vide d'Elias. Sur la petite table en métal, il n'y avait qu'une seule chose, un petit pion d'échec en bois, un roi noir, posé sur un carré noir. Le grand maître avait fait son dernier coup. La prison de Piracara était échec et mat. Le système s'était déjoué lui-même, chaque pièce agissant exactement comme Elias Thorne l'avait prévu, sans jamais le soupçonner. La nouvelle de l'évasion d'Elias Thorne a frappé la prison de Piracara et le monde des échecs comme un coup de tonnerre. L'humiliation pour les autorités était immense. Un homme, en détention maximale, avait disparu sans laisser de traces physiques, défiant toutes les théories d'évasion. L'enquête qui a suivi a dévasté le personnel. Le directeur Renaud a été limogé. Le lieutenant Ferreira a été suspendu, sa réputation ruinée par les rumeurs et les accusations de négligence. Monsieur Roré, le chef cuisinier, a été transféré, son système de gestion des déchets remis en question.
Ricardo, le jeune gardien, a vu sa carrière stagner. Chaque pion d'Elias a payé le prix de son rôle involontaire. La police fédérale a lancé une chasse à l'homme national et international. Le visage d'Elias Thorne, l'intellectuel froid, était partout. Mais Elias avait disparu dans l'anonymat. Il avait utilisé le réseau qu'il avait secrètement bâti en prison, des petits services rendus, des informations échangées pour obtenir de faux papiers et une nouvelle identité. Il ne cherchait pas la gloire, mais la liberté. Il s'est réfugié dans une petite ville côtière du nord-est brésilien, loin de Juazeiro do Norte et de ses souvenirs. Là, il a vécu une vie simple, travaillant comme comptable pour de petites entreprises locales, utilisant son génie pour des tâches banales. Il a évité les échecs, évitant tout ce qui pourrait éveiller son ancienne vie. Il était un fantôme, un homme dont le passé était une légende, mais dont le présent était un vide. Pourtant, l'ombre de Piracara le suivait. Il était incapable de se débarrasser de ses habitudes d'observation. Chaque café qu'il fréquentait, chaque marché qu'il visitait, chaque interaction humaine était inconsciemment analysée. Il voyait des schémas là où les autres ne voyaient que le chaos. Il prédisait le comportement des gens, anticipait leurs désirs, leurs peurs. Le monde était devenu un échiquier permanent, et lui, le joueur solitaire. Il a tenté de se reconnecter avec le monde. Il a essayé de nouer des amitiés, de trouver un sens à sa nouvelle vie. Mais il portait le fardeau de sa propre intelligence. Comment faire confiance à quelqu'un quand on a passé des années à voir à travers les gens, à les manipuler sans qu'ils le sachent? L'empathie, l'émotion pure, était difficile à atteindre pour un esprit qui voyait tout comme des variables. Sa liberté était physique, mais son esprit restait prisonnier de sa propre méthodologie. Un jour, Elias reçut un mystérieux colis. Il ne contenait qu'une seule chose, un article de journal découpé, rapportant la fermeture définitive de la prison de Piracara, reconvertie en centre de réinsertion sociale, suite à la crise de confiance générée par son évasion. En dessous de l'article, quelqu'un avait discrètement écrit au crayon « Échec et mat ». Bien joué. La note n'était pas signée. Elias n'a jamais su qui l'avait envoyée, mais il a souri. Sa plus grande partie d'échecs avait laissé une trace indélébile, non seulement sur sa propre vie, mais sur le système qu'il avait défié. L'histoire d'Elias Thorne est devenue une leçon. Une leçon pour les criminels, qui ont vu la puissance de l'esprit sur la force brute. Une leçon pour les systèmes de sécurité, qui ont compris que la vraie menace ne vient pas toujours de l'extérieur, mais de l'intérieur, des failles humaines et des routines prévisibles. Et une leçon pour Elias lui-même, qui a découvert que même le plus grand des joueurs d'échecs peut, paradoxalement, se retrouver prisonnier de son propre jeu. Des années passèrent, et Elias Thorne vieillit dans une quiétude relative. Il n'a jamais été capturé. Le monde l'avait oublié en tant que fugitif, mais se souvenait de lui comme d'une légende urbaine, le grand maître fantôme qui avait battu le système. Sa vie était paisible, mais le vide émotionnel persistait. Il avait atteint le sommet de la manipulation, mais la solitude de ce sommet était écrasante. Un après-midi, alors qu'il se promenait sur la plage d'Irasma à Fortaleza, la capitale du Ceará, son regard fut attiré par un échiquier posé sur le sable, où un vieil homme et un jeune garçon jouaient une partie. Le garçon, d'environ 10 ans, faisait une erreur de débutant, perdant un pion essentiel. Le vieil homme, au lieu de le corriger, se contentait de sourire. Elias s'arrêta. Il ne pouvait s'empêcher d'analyser le plateau. Il vit la faille dans la défense du garçon, le coup perdant. Mais il vit aussi autre chose, le plaisir du jeu, la concentration du garçon, l'affection dans le regard du vieil homme. Ce n'était pas une partie pour la victoire, mais pour le lien. Il s'approcha. Le vieil homme le remarqua. Un connaisseur, demanda le vieil homme en souriant. Elias hocha la tête. Un peu. Votre petit-fils est courageux. Il n'a pas peur de prendre des risques. Le vieil homme rit. Il est jeune. Il apprend. Elias s'agenouilla un instant, pointant du doigt un cavalier noir. Si vous déplacez ce cavalier ici, dit-il doucement au garçon, vous protégez votre roi et créez une attaque sur la dame de votre adversaire. Le garçon regarda Elias, puis le plateau, ses yeux s'illuminant. Il déplaça le cavalier. Le vieil homme fut surpris par la subtilité du coup. Pas mal, monsieur, dit le vieil homme. Pour un simple observateur. Elias Thorne resta là quelques instants, regardant le garçon et le vieil homme continuer leur partie. Il sentit une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, une connexion, un plaisir simple dans le partage de la connaissance sans intention manipulatrice. Ce n'était pas un grand coup, pas un échec et mat d'une prison. C'était un petit acte de bienveillance, une légère correction sur un échiquier de sable. Mais pour Elias, c'était un début. Le début d'un nouveau jeu, où les règles n'étaient pas dictées par la ruse, mais par la générosité. Il s'éloigna, ne révélant jamais son identité.
Il ne rejouerait plus aux échecs de manière compétitive. Il ne manipulerait plus personne. Mais il avait enfin compris que le plus grand coup qu'un homme puisse faire n'était pas de vaincre ses adversaires, mais de se libérer des chaînes de son propre esprit. La prison de Piracara était devenue une légende, mais la véritable évasion d'Elias Thorne n'avait pas eu lieu dans le fourgon de livraison, mais sur la plage ensoleillée de Fortaleza, où il avait fait le choix de jouer son dernier coup non pas pour gagner, mais pour se connecter à l'humanité.